Bienvenue dans Grands Enjeux. Ce soir, les informations, les titres, c'est tout de suite. Les États-Unis prêtent à négocier un partenariat minier avec la RDC en échange d'aide à la sécurité et de développement des ressources critiques. Affaire Boukangalonzo, l'instruction reportée au 23 avril après les objections de la défense de Matata Mponyo et les défis juridiques. Joseph Kabila annonce son retour en RDC après un an d'exil, créant des réactions politiques vives et des tensions au sein des partis congolais. Trump importe des tarifs douaniers impactant l'Afrique, mettant en danger l'AGOA et provoquant des réactions économiques violentes. Et notre invité de ce soir, le professeur Dr Christian Junior Kabange. Pour les Américains, l'approvisionnement sur le marché des minerais congolais est inévitable. L'idée n'est pas mauvaise, mais il faut avoir les capacités pour bien négocier. On parle quand même de près de 250 millions de dollars qui auraient disparu dans la nature. Le président de la République avait clairement dit que la rébellion à l'est du pays, l'AFC et le M23, c'est mon prédécesseur. Alors, la symbolique, c'est la question qu'on va se poser, c'est pourquoi rentrer par Goma, qui est aujourd'hui le siège de l'AFC du M23. Lorsque on ne se retrouve pas dans la distribution des cartes, lorsque on ne retrouve pas ses intérêts, qu'on puisse trouver des subterfuges pour ramener le compteur à zéro et repartir vers la logique de l'accession au pouvoir par les négociations. Professeur, bonsoir. Bonsoir Roger. Toujours un plaisir, un honneur de vous avoir sur notre plateau. Bien sûr, le plaisir est partagé. Surtout que vous êtes difficile à avoir ces derniers temps. Bon. Les voyages, les enseignements par-ci par-là. C'est un peu ça quand on est engagé pour son pays. Exactement, très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous vous avons invité ce soir, professeur Christian Junior Kabange. On commence avec, parce qu'on va décrypter un peu l'actualité du moment. On part d'abord de cette discussion autour de minerais de la RDC. En parlant des États-Unis et la RDC, bien sûr, et vous vivez ici aux États-Unis et vous rentrez souvent chez vous en RDC. Comment évaluez-vous, professeur, le potentiel d'un partenariat entre ces pays, les États-Unis et la République démocratique du Congo, dans le secteur minier en particulier, ces secteurs où tout le monde d'ailleurs en parle, les Congolais de la diaspora, je vous apprends rien du tout, en particulier en ce qui concerne les minerais critiques tels que les cobalt ou le lithium, qui est beaucoup envié dans plusieurs pays occidentaux. Alors, merci pour la question. Ce qu'il faut d'abord souligner en premier, c'est que entre les États, c'est vrai, on peut avoir des relations amicales, voilà, mais le facteur déterminant dans des rapports entre les États, c'est beaucoup plus les intérêts. C'est-à-dire, chaque État, lorsqu'il entre en relation avec un autre État, la question fondamentale qu'on se pose, c'est quel est l'intérêt que je retire de cette relation. Et donc, naturellement, s'il faut évaluer les possibilités d'avoir ce partenariat avec les États-Unis, il faudrait se poser la question de savoir quel est l'enjeu ou quels sont les intérêts de part et d'autre, c'est-à-dire pour les Américains et pour la partie congolaise. Alors, pour les États-Unis, il faut peut-être partir d'abord rappeler le fait que les États-Unis, c'est la première puissance militaire au monde, n'est-ce pas? Oui. Et les États-Unis, en tant que première puissance militaire au monde, voudraient garder cette position. Parce qu'il y a une compétition, notamment lorsqu'on parle de la course à l'armement. Or, dans la course à l'armement,
il y a les minerais critiques qui rentrent aujourd'hui dans la fabrication de plusieurs armes, n'est-ce pas? Et donc, pour les Américains, l'approvisionnement sur le marché des minerais congolais est inévitable. N'est-ce pas? Le platinum, le cobalt, le lithium, le nickel, tous ces minerais entrent dans la fabrication, dans la course à l'armement. Alors, peut-être qu'il faudrait aussi rappeler que cet enjeu-là nous amène à rappeler peut-être que le Congo a déjà eu à fournir justement, dans cette course à l'armement, dans la fabrication à l'armement, le Congo a eu à fournir de l'uranium aux États-Unis. Dans le passé, quoi. Voilà, en 1940, la période de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait fabriquer certaines bombes. Pour dire que ce n'est pas la première fois que les États-Unis... Voilà, donc les États-Unis se sont approvisionnés. Évidemment, à l'époque, c'était par le biais du gouverneur général du Congo, je pense un certain Rickman, si je ne me trompe pas. Et donc, les minerais du Congo ont un rôle stratégique à jouer dans la course à l'armement ou dans la fabrication des armements. Et donc, la question maintenant qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi est-ce que les Américains ne vont pas continuer peut-être avec la formule actuelle qui serait de passer par le Rwanda, n'est-ce pas? Parce que vous savez que les compagnies américaines ont aussi été accusées d'être dans cette démarche qui consistait à prendre les minerais à partir du Rwanda, qui était le middleman. Voilà, aujourd'hui, donc le middleman ou le Rwanda n'est plus un interlocuteur fiable. Parce qu'aujourd'hui, l'image du Rwanda est présentée partout comme étant un pays, où le gouvernement de Kagame est celui qui pille les ressources minières au Congo. Alors, est-ce que les Américains voudraient s'associer avec cette image-là de reseller? Un reseller, c'est celui qui garde... Mais pourtant, vous venez de le dire, ils étaient associés. Oui, mais c'est-à-dire que ça peut avoir marché à une époque où il y avait des tergiversations. Mais aujourd'hui, tout le monde sait. Et clairement, je ne sais pas si vous avez suivi, par exemple, les échanges au niveau du Sénat français avec la partie congolaise et plus tard, je pense, l'était l'ambassadeur rwandais. Ouais. Aujourd'hui, c'est clair que le Rwanda a cette image, Paul Kagame et son régime, d'un gouvernement qui a pour ambition de continuer à piller les ressources minières du Congo. Est-ce qu'on voudrait continuer à s'approvisionner en s'associant avec cette image-là de reseller qui passe par la voie frauduleuse? Non, n'est-ce pas? C'est peut-être pour ça qu'après le passage, n'est-ce pas, du représentant de Trump à Kinshasa, vous avez vu que le gouvernement congolais a clarifié que désormais on va dans une logique de discussion directe plutôt que de passer par les lobbies. Ouais, on a vu 2 ou 3 autorités américaines qui sont passées. Il y a un enjeu certain du point de vue de l'armement. Il y a un enjeu aussi du point de vue économique, parce que aujourd'hui, avec par exemple la fabrication des voitures électriques et tout le reste, il faut s'approvisionner. Or, le cobalt et le cuivre congolais est essentiellement aujourd'hui géré par les Chinois. Donc, vous comprenez, la Chine et les États-Unis. Il y a cette compétition. C'est pour cela que, par exemple, avant de partir, le président Biden est parti vers l'Afrique pour justement inaugurer ou parler du projet du corridor de Lobito. Parce que c'est par là qu'on voudrait évacuer les minerais critiques. Donc, pour les États-Unis, il y a un enjeu certain. Il y a un enjeu certain, mais pour le Congo, parce que quels sont, en fait, là, je vais poursuivre parce qu'on va continuer. On discute quelle implication politique pourrait découler, découler de la politique même America First de Donald Trump, Make America Great Again des États-Unis, dans le cadre d'un tel partenariat, en particulier en ce qui concerne, vous venez de dire, les intérêts de sécurité et économique en RDC. Parce que les Américains vont se retrouver. Comment le Congo ou la RDC va se retrouver dans ce... Oui, alors très rapidement, il faut peut-être rappeler que le American First insiste sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est on se focalise sur la politique locale américaine. Voilà, donc le marché américain, sur le plan économique. Et deuxièmement, c'est la non-ingérence dans les affaires extérieures. Mais tel que le monde aujourd'hui est connecté, c'est impossible que la American First puisse fonctionner à 100%. Parce que du point de vue économique, par exemple, vous fabriquez certains véhicules ici aux États-Unis. Je prends un exemple, les véhicules électriques. Mais les différentes parties de ce véhicule, certaines sont fabriquées en Chine,
d'autres sont fabriqués dans d'autres pays. Ouais. Donc vous ne pouvez pas décider de dire on va simplement se focaliser sur le marché américain sans savoir quelles sont les implications de la manière dont le commerce et l'économie fonctionnent dans d'autres pays. Ouais. Donc c'est pratiquement impossible de s'isoler comme ça. Alors pour la partie congolaise, l'enjeu c'est essentiellement, vous savez que les États financent d'une manière ou d'une autre le budget de la défense. Tout État sérieux au monde. Et lorsque vous faites vous faites une petite étude, vous allez voir que généralement, le budget de la défense, on fait un rapport avec le produit intérieur brut. Par exemple, au niveau des États-Unis, on est à près de 850 milliards par an, qui représente près de 3,6% du produit intérieur brut. Ouais. La Russie est autour de 5,6% de son PIB. Donc, le Congo, aujourd'hui, est autour de 1,2. Ça, c'est encore sur papier, il faut le dire. Mais, naturellement, la plupart des États voudraient doubler, quadrupler le budget de la défense. Or, il faut avoir de l'argent pour ça. Donc, est-ce que le Congo a cet argent? Aujourd'hui, la réponse est claire, on n'a peut-être pas tous ces moyens. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On réfléchit, on dit, OK, pourquoi ne pas aller vers un partenaire qui peut avoir l'armement qu'on recherche, qui peut avoir les technologies qu'on recherche, qui peut avoir la connaissance qu'on recherche, n'est-ce pas, pour essayer de voir si on peut faire un deal sur, où on vous donne l'accès, par exemple, à l'exploitation minière, et puis, en retour, vous nous aidez à refaire, n'est-ce pas, notre système de sécurité. Ouais. Je pense que pour le Congo, l'enjeu, c'est ça, n'est-ce pas? Mais maintenant, j'aimerais insister sur le fait que c'est bien beau, mais il faut avoir une vision de ce qu'on veut. C'est ça aussi la grande question. C'est là que ça va. C'est pourquoi certains Congolais aussi se posent la question, et surtout de savoir comment ce partenariat pourrait aussi, professeur, affecter le conflit en cours avec les rebelles du M23 et le rôle même des pays voisins comme le Rwanda que vous avez cité aussi. Bien sûr. Ouais. Alors, sur ce point, c'est au niveau de la négociation que ça va se jouer. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement congolais ou bien Kinshasa va certainement demander un soutien par rapport au contexte actuel, c'est-à-dire par rapport à la guerre en cours, n'est-ce pas? Mais en principe, un partenariat comme celui-là ne peut pas se limiter simplement à une approche conjoncturelle. Il faudrait être capable d'avoir une vue d'ensemble sur les grandes réformes, parce que le président lui-même, lorsqu'il a pris, il a fait son premier discours sur son deuxième mandat, il a mentionné l'urgence des réformes sécuritaires. Et un pays comme le Congo ne peut pas ne pas avoir une armée dissuasive lorsque vous regardez le niveau de potentiel en ressources naturelles, n'est-ce pas? Or, pour avoir une armée dissuasive, il faut investir. Il faut avoir les moyens. Et ces moyens, il faut les chercher à tout prix. Donc, ce partenariat peut être, disons que l'idée n'est pas mauvaise, mais il faut avoir les capacités pour bien négocier et savoir exactement, avoir une vision claire de ce que l'on veut avoir pour que on ne retombe pas dans l'expérience avec la CICOMINE, où le concept était bon, mais au moment de la négociation, on ne savait pas ce qu'on voulait exactement. Pensez-vous que le gouvernement congolais, professeur, a des bons négociateurs en ce moment pour évidemment négocier ce partenariat avec les États-Unis? Bien sûr, je pense qu'il y a des Congolais intelligents qui comprennent ça. Le seul problème chez nous, c'est que dans la négociation, généralement, on envoie les politiques. On met les experts de côté, on les met derrière. C'est ça qui a posé un problème avec la CICOMINE, le projet CICOMINE. Mais la politique, parce que les politiques en principe, plante le décor. Oui. Mais après, le gouvernement doit se servir de ses experts, ceux qui comprennent la science derrière. Voilà, les accords, les implications, ce qu'il faut faire, et voilà. Ils sont là, la RDC regorge aussi. Bien sûr, pour essayer d'avoir justement le meilleur partenariat, les meilleurs contrats. Et je pense que c'est un impératif si on veut avoir un partenariat gagnant-gagnant. Très, très important. Moi, je suis
Ah, je comprends très bien ce que vous dites, professeur. Alors, passons un peu à l'affaire. On a vu aussi dans l'actualité l'affaire Bukangalonzo, hein. Que pensez-vous de la poursuite de cette affaire Bukangalonzo? Est-ce que signifiera pour, enfin, est-ce que ça pourra signifier la stabilité politique de la RDC, surtout avec les personnalités de haut niveau comme lui-même Matata Ponyo? Bon, je pense qu'il y a à boire et à manger dans l'affaire Bukangalonzo. D'abord, du point de vue des principes. On ne peut pas endosser la fonction politique, le responsable politique au sein du gouvernement ou d'une institution, sans avoir à l'esprit le concept de redevabilité. N'est-ce pas? C'est quand même, on parle quand même de près de 250 millions de dollars qui auraient disparu dans la nature. Or, aujourd'hui, M. Matata Ponyo, qui n'est pas devant la barre en tant que M. Matata, mais en tant qu'ancien Premier ministre, devrait intérioriser, accepter le fait que la collectivité nationale puisse poser des questions et savoir où est passé l'argent. Donc, du point de vue du principe, je pense que si ce principe se généralise, il va permettre à nos dirigeants et à nos gouvernants de comprendre qu'on ne peut pas assumer un mandat public, des fonctions au sein du gouvernement, gérer les deniers publics sans être redevable. Ça ne peut pas marcher comme ça, sans ça en démocratie, n'est-ce pas? Et l'un des problèmes au Congo, on le sait, c'est le détournement des deniers publics, la corruption, et voilà, c'est quelque chose contre quoi il faudrait lutter. Le seul problème maintenant, c'est parfois aussi la politique de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que parfois il y a instrumentalisation des procès comme cela parce que peut-être on veut sévir sur quelqu'un qui a une tendance politique différente, ouais, n'est-ce pas? Exactement. Mais comme je le dis, du point de vue du principe, on ne peut pas gérer les deniers publics et refuser d'être redevable. Ouais, refuser d'être redevable. En parlant de cette redevabilité, quel est le rôle important de la Cour constitutionnelle dans le système juridique de la RDC? Et surtout, la question que je voulais savoir, c'est pensez-vous qu'elle puisse gérer efficacement, professeur, des affaires politiques sensibles comme celle-ci? Parce que vous en parlez, on sent la sensibilité derrière cette affaire. Est-ce que la justice pourra bien poursuivre cette affaire? Évidemment, la Cour constitutionnelle a plusieurs rôles, n'est-ce pas? C'est une juridiction, par exemple, qui est spécialisée dans le contrôle de la constitutionnalité des lois, règlements intérieurs, de l'Assemblée nationale, et voilà. Elle a aussi un rôle dans l'interprétation. Il y a des institutions, le président de la République, le gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, Sénat, et puis je pense le 1/10 des députés, qui peuvent demander une interprétation sur une disposition. Elle a un autre rôle dans conflit de compétences entre le législatif et l'exécutif. Bref, elle a une panoplie de compétences, n'est-ce pas? Parmi ces compétences, il y a aussi celle d'être la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre. Alors, lorsque vous prenez l'ensemble des compétences de la Cour constitutionnelle, vous allez comprendre que très facilement, dans tout ce que la Cour constitutionnelle fait, il y a généralement des enjeux politiques, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Et donc, la Cour constitutionnelle, naturellement, est une cour qui flirte presque toujours avec le microcosme ou l'espace politique. Alors, la gestion du contentieux dépend aussi du niveau d'indépendance. Parce que si les juges sont réellement indépendants, ils vont réellement faire le travail correctement. Mais s'ils ne sont pas indépendants, ils deviennent instrumentalisés. Et l'instrumentalisation d'une juridiction comme la Cour constitutionnelle par les politiques poserait un sérieux problème à la démocratie, parce que c'est une cour qui est au cœur du contentieux présidentiel et électoral. C'est une cour qui a un regard sur ce qui se fait pendant la législature. Donc elle est là au début de la législature, pendant la législature, mais aussi à la fin de la législature, n'est-ce pas? Vous vous souvenez par exemple, lorsqu'on n'a pas pu organiser les élections avec Kabila.
c'est la Cour constitutionnelle qui a interprété la Évidemment. Constitution d'une certaine manière Évidemment. pour permettre de passer Ouais. cette période de transition. Donc, le plus important, peut-être sur ça, c'est tout le débat qu'il y a autour de l'incompétence de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle s'était déclarée incompétente. Exactement. Après, Et après, par c'est ça, c'est pourquoi je une posais cette technique qui est tout sauf le droit, à Ouais. mon avis, on est passé par la Cour de cassation pour transformer une exception d'incompétence en exception d'inconstitutionnalité. Bref, c'est tout ce débat. C'est tout ce débat. Mais la situation actuelle, Ouais. c'est que la Cour a décidé de Oui. joindre les exceptions au fond, Ouais. ce qui veut dire qu'elle va se prononcer Ouais. après qu'il y a eu tout le débat sur le fond de l'affaire. fond de l'affaire. Et c'est intéressant parce qu'au moins, la collectivité nationale pourrait avoir des réponses Ouais. et on éviterait de tomber dans ce qu'on appelle le déni de Ah justice. ouais, c'est ce qu'on va continuer à suivre, bien sûr, avec intérêt. Nous allons à présent passer à un autre sujet, où ici, à la diaspora, tout le monde me pose cette question, ce retour de Joseph Kabila. Après une année d'exil, on a senti que cela a secoué la politique congolaise. Que signifie, professeur, selon vous, son retour pour le paysage politique actuel en RDC? Bon, je commencerai par dire qu'en temps normal, tout Congolais peut se promener sur l'ensemble du territoire. En tout cas, c'est ce que les gens Ça, de PPRD voilà, disent. Hein. Voilà, ça ne pose aucun problème. Ah ouais. Mais il faut rester dans le contexte. C'est-à-dire? Dans le contexte, on est dans le contexte d'une crise militaire, d'une crise sécuritaire. Oui. Et vous vous souviendrez qu'il y a quelques mois, le président de la République avait clairement dit que la rébellion à l'est du pays, l'AFC et le M23, c'est mon prédécesseur. Il avait clairement accusé Joseph Kabila d'être derrière Oui. l'AFC. Ouais, Alors la symbolique, c'est la question qu'on va se poser, c'est pourquoi rentrer par Goma, qui est aujourd'hui le siège de l'AFC et du M23, n'est-ce pas? Alors, en fin de compte, la lecture que je fais de toute cette situation, c'est que le président Kabila, Corneille Nangaa, tous ceux qui soutiennent en quelque sorte, d'une certaine manière, ce mouvement ou cette crise qui se vit actuellement, rentrent dans ce que j'appelle, moi, la pathologie de l'homme politique congolais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque on a le droit de ne pas être d'accord avec le régime en place, on a le droit de critiquer parce que partout au monde, la majorité et l'opposition cohabitent. Donc toutes les démocraties au monde. Mais il y a une pathologie chez nous qui voudrait que lorsque on ne se retrouve pas dans la distribution des cartes, lorsque on ne retrouve pas ses intérêts, qu'on puisse trouver des subterfuges pour ramener le compteur à zéro et repartir vers la logique de l'accession au pouvoir par les négociations. Si vous rentrez depuis 1960, vous verrez que c'est la même maladie. Alors aujourd'hui, on a le choix entre devenir ou consolider ce que serait une démocratie constitutionnelle qui fonctionne avec les règles qui sont établies dans la Constitution et qui voudrait dans ce cas-là que même lorsqu'on n'est pas d'accord avec le président Tshisekedi, même si on va discuter, même si on va négocier, mais qu'on reste dans la logique constitutionnelle. On pensait que c'est le jeu que joue Kabila. En tout cas, quelle que soit l'ambition de Kabila, il a le droit d'avoir des ambitions politiques. C'est son choix, n'est-ce pas? Mais le plus important aujourd'hui, le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est le tabula rasa. Et je m'explique. Il y a trois concepts qu'il faudrait comprendre essentiellement. Gouvernement de coalition, celui qui est actuellement en place, qui a été mis en place sur base des règles de la majorité, article 78 de la Constitution. Il y a l'autre concept qui ressort des consultations que le président veut faire, ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale. La nuance, elle est simple. Dans le gouvernement d'union nationale, la majorité s'ouvre vers toutes les forces politiques du pays pour dire, bon, venez ensemble, travaillons ensemble pour essayer de voir comment on peut résoudre la crise. Okay? Le troisième concept, c'est celui de gouvernement de transition que les politiciens congolais aiment beaucoup, n'est-ce pas? Mais le gouvernement de transition, c'est pour ça que j'insiste sur le cadre constitutionnel, ne peut exister que s'il y a vacance à la tête du pays.
À ce moment-là, on va vers une transition qui est prévue, je pense, à l'article 76 de la Constitution. C'est le président du Sénat, d'ailleurs, qui dirige. Et on doit organiser les élections dans certains délais, 60 jours, 90 jours, 120 jours. En dehors de cette hypothèse de vacances à la tête du pays, on ne peut pas imaginer un gouvernement de transition. Donc, pour revenir à Kabila, c'est son droit d'avoir des ambitions politiques, c'est son droit d'être peut-être pas d'accord avec la gestion. Et je vais vous laisser continuer, professeur, c'est son droit, c'est vrai, Oui. mais quand le président de la République dit clairement devant les médias que c'est mon prédécesseur qui est derrière cette guerre, est-ce que cela n'implique pas son prédécesseur à des appels en justice, à, je sais pas moi, une affaire judiciaire, en ce sens, parce que c'est quand même le chef de l'État qui le dit publiquement. Justement, avoir des ambitions politiques, c'est une chose, mais les moyens qu'on utilise pour arriver à sa fin, c'est ça le problème. En principe, personne ne peut prendre les armes contre son pays. On a évoqué l'article, je pense, 64 par Corneille Nangaa, mais j'aimerais dire aux gens, quand on évoque cet article, on se limite à l'alinéa premier, résister contre quiconque veut exercer le pouvoir. Exactement. Mais il faut aller à l'alinéa 2. Qu'est-ce que l'alinéa 2 ? L'alinéa 2 interdit de prendre les armes contre l'ordre constitutionnel, contre le pouvoir qui est établi. Et en réalité, l'article 64 ne s'applique que dans deux hypothèses. Pas une confusion entre les deux, l'autre qui dit qu'il faut... C'est-à-dire quoi ? On résiste à l'exercice inconstitutionnel du pouvoir, soit parce que la personne qui est au pouvoir a accédé de manière inconstitutionnelle. Or, le président Tshisekedi a été élu. On peut redire ce qu'on veut sur l'élection de 2018, mais sur 2023, les choses sont telles qu'il a remporté ces élections. On peut ne pas être d'accord. Bien qu'il y a eu comme si toujours on se connaît, les Congolais. Des gens qui ont résisté à... Il y aura toujours ce remue-ménage autour de, voilà, on devait faire ça, on n'a pas fait ça. Mais à un moment, il faut qu'on se décide. Où on accepte le jeu démocratique, n'est-ce pas ? On peut exiger des garanties, des meilleures garanties pour plus de transparence dans le processus. Ça, c'est pas un problème. Mais où on veut aller dans ce que j'ai appelé une démocratie constitutionnelle, rester là, ou alors on repart vers la logique, la pathologie des politiciens congolais qui voudraient toujours accéder au pouvoir par la voie des négociations. Et je reviens à Kabila pour dire, voilà, le PPRD, le FCC, ils ont le droit d'avoir des ambitions politiques, mais les moyens qu'on utilise pour arriver à cette fin, c'est ça le problème. L'insurrection, la rébellion, ce sont des modes qui sont coupables du point de vue du droit pénal. N'est-ce pas ? Donc, s'il était avéré demain que Joseph Kabila était celui qui est vraiment derrière l'AFC et les autres, de la même manière que le gouvernement a lancé les poursuites contre Corneille Nangaa, il pourrait aussi faire l'objet des poursuites. Évidemment, il est immunisé par la loi de 2018, donc c'est tout un autre débat. Prof, pensez-vous que le retour de Kabila entraînera une réconciliation politique qui pourrait, ou pourrait-il approfondir la division entre les différentes factions de la RDC ? Bon, je pense que... Parce qu'on a vu un peu ce que PPRD aussi a fait un discours sur ça, pour bien sûr dire que leur leader avait tout le droit de revenir dans son pays. Et du coup, on se demande, et aussi on a vu d'ailleurs que il y avait... ça a suscité aussi des réactions dans ces deux camps, de l'UDPS et le PPRD aussi. Oui, bon, naturellement, ne vous attendez pas à ce que le PPRD et l'UDPS aient des points de vue communs. C'est-à-dire que l'un est un parti au pouvoir et l'autre un parti d'opposition. Alors, est-ce que le retour de Kabila peut ramener l'unité ou bien accentuer les frictions ? Je pense que tout dépend de la posture qu'il choisira de prendre dans son discours et dans son approche. Je peux déjà dire que la première posture qu'il a prise dans son discours est problématique. Elle est problématique pourquoi ? Parce qu'il a aligné son discours sur le narratif de Paul Kagame. Vous vous souviendrez que la première fois qu'il a parlé, il s'est attaqué aux Sud-Africains. C'est pareil, avec ce que Kagame a sorti lorsqu'il y a eu la crise à Goma. Ensuite, il a tenté de blanchir, ou disons de remettre en question le cordon ombilical entre le M23 et le Rwanda. Exactement. N'est-ce pas ? Ce qui est assez antinomique par rapport à la posture qu'il avait lorsqu'il était chef de l'État.
il est supposé avoir combattu le M23. Et ce M23 n'a pas changé ses revendications aujourd'hui. Ouais. Donc cette affiliation-là pourrait donner du crédit à ceux qui avaient toujours accusé le président Kabila d'être proche de Kigali, n'est-ce pas, de jouer au jeu rwandais. Et aujourd'hui, le nœud de la guerre aujourd'hui, c'est justement la bataille entre ceux qui rejettent l'influence rwandaise sur la gestion du pays et ceux qui voudraient continuer dans cette logique-là, où Kigali devrait continuer à dicter ce qui se fait sur Kinshasa, sur notre armée et sur voilà, les corridors économiques qu'ils voudraient gérer à l'est du pays. Alors, toujours dans l'actualité, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses, on ne peut pas finir dans cette émission. On a vu Delis Esanga qui est passé, qui considère d'ailleurs que la démission de Félix Tshisekedi est constitutionnelle. Quel est le lien entre la détérioration de la situation sécuritaire à l'est de la RDC et la demande même de cette démission de Félix Tshisekedi que vous avez compris de la part de Delis Esanga? Bon, j'ai suivi comme tout le monde, mais je pense que c'est quand même la suggestion la plus balourde qu'un juriste puisse faire dans un contexte comme celui-ci. Je pense que le propre d'un juriste ou même d'un intellectuel, c'est de proposer des solutions et non pas de faire des propositions qui vont créer... je prétends proposer une solution, mais en réalité, je crée un autre. Oui, la démission est constitutionnelle. Elle est prévue, je pense... Et c'est ce qu'il a dit aussi. Bien sûr, ouais. Mais il faut aller jusqu'au bout de la logique. Que dit la Constitution? La Constitution prévoit que lorsque le président de la République démissionne, il y a une période de transition qui s'ouvre. Je vous ai parlé tout à l'heure de la seule hypothèse constitutionnelle du gouvernement de transition. Le président du Sénat est supposé, dès l'instant que la Cour constitutionnelle constate la vacance à la tête du pays, organiser, évidemment avec le gouvernement, des nouvelles élections anticipées dans les 60 jours. Est-ce que vraiment aujourd'hui, dans le contexte aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, donc on devra pousser le président à la démission, laisser ou prendre tout ce qu'on a comme effort de guerre et ramener ça sur comment trouver les moyens pour organiser des élections anticipées? C'est pas une solution, ça. Et même si on prenait les délais le plus longs, la Constitution va jusqu'à 90 jours ou même 120 jours en cas de force majeure. Mais est-ce que le Congo peut organiser des élections aujourd'hui en 120 jours? Dans quel contexte? Donc, pour moi, c'est une solution à problème. Je ne vois pas comment, dans le contexte actuel... C'est comme si c'est une solution qui crée un autre problème. Évidemment. C'est pour ça que je parle d'une proposition balourde qui n'a pas son sens. Donc je ne pense pas, que le président de la République va démissionner. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Alors, on a aussi suivi M. Olivier Kamitatu, qui plaide pour pour un système fédéral structuré autour de 5 grandes régions. Je ne sais pas quand vous avez vu ça, qu'en pensez-vous? Parce que certains, j'ai vu les commentaires sur les réseaux sociaux, certains pensaient une très bonne idée. Bon, le débat sur le fédéralisme ou l'unitarisme ne date pas d'aujourd'hui. Ouais, c'est un débat républicain. Lorsque vous consultez, par exemple, la constitution de Loulo-Abour, je pense qu'elle instaurait une sorte de fédéralisme. Et même le projet, l'avant-projet ou le projet de constitution au niveau de la conférence nationale est penché aussi vers le fédéralisme. C'est un débat républicain. Débat républicain, vous pensez que Félix Tshisekedi pourra prendre ça comme une menace? Non, j'en arrive. C'est-à-dire qu'on peut dire aujourd'hui que voilà, la forme actuelle, qui est une forme de régionalisme, c'est-à-dire un système à mi-chemin entre l'unitarisme et le fédéralisme, a échoué, n'est-ce pas? Lorsque, justement, on a parlé des questions des réformes constitutionnelles, on en a parlé. Le seul hic dans la déclaration de M. Kamitatu, c'est le timing dans lequel il le fait. D'abord, on ne peut pas arriver au fédéralisme sans passer par des réformes constitutionnelles. On ne peut pas. Il faudrait nécessairement modifier la Constitution. Or, vous vous souviendrez qu'il y a quelques mois, lorsque le président de la République a évoqué l'idée des réformes constitutionnelles, parmi les politiciens qui se sont acharnés sur ce discours, M. Kamitatu, il a accusé le président de vouloir un 3e mandat.
Alors, lui, il faudrait qu'il nous explique aussi, puisqu'il ne faudrait pas faire des réformes constitutionnelles, il ne faudrait pas toucher à la Constitution. Comment on va arriver à ce fédéralisme si on ne passe pas par les réformes constitutionnelles? Vous voyez? Et c'est là que la question du... C'est là que je voulais savoir, quels sont les liens, en fait, professeur, entre cette révision constitutionnelle dont vous êtes en train de dire par Tshisekedi et les idées même de Komitatu? Quels sont les liens pour ceux-là qui essaient de comprendre? Bon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des réformes sur la forme de l'État sans modifier la Constitution. Okay. Peut-être même que ces modifications peuvent amener à un changement. Parce que la forme de l'État, c'est la répartition des compétences entre le centre et les provinces, et puis les entités territoriales décentralisées, n'est-ce pas? Évidemment, si on va dans le fédéralisme, il y a plus d'autonomie conférée aux provinces, n'est-ce pas? Alors, pour arriver à cela, il faut nécessairement passer par une réforme constitutionnelle. Ah. Vous voyez? Et c'est là le paradoxe. Et le problème, c'est comment une personne qui était opposée aux réformes constitutionnelles vient tout à coup évoquer une question, qu'est-ce que ça a à voir en plein milieu d'une crise militaire et sécuritaire? Ce paradoxe laisse lire en filigrane le rapprochement avec les discours sécessionnistes et l'idée d'une balkanisation du Congo. Si déjà dans le régionalisme, on a du mal à coordonner les choses et le centre essaye de garder quand même cette solidarité entre les provinces. Mais vous avez vu combien de contentieux on a eu entre les gouverneurs et les assemblées provinciales. Bon, imaginez-vous maintenant avec beaucoup plus d'indépendance sur les provinces. On est en risque, il y a le risque, même si c'est vrai que c'est un débat républicain, il faut en parler, mais il y a le risque d'aller vers l'éclatement du Congo. Et je ne pense pas, même si le fédéralisme serait une bonne idée pour le Congo, je dis bien serait, ce n'est pas mon point de vue, mais je reste dans le conditionnel. Je ne pense pas que c'est le moment, je ne pense pas que le contexte s'y prête, et donc il faudrait considérer que c'est un peu une forme de distraction à mon avis. Voilà. Forme de distraction. Voilà. On entre, on fait un peu, on entre toujours dans le même sujet, mais on entre avec les consultations menées par Cachemire Beranda Kolongele qui vient de se passer. Comment ces consultations politiques menées par Cachemire ont-elles ou peuvent-elles influencer le débat autour de la réforme constitutionnelle et du fédéralisme? Bon, je pense que c'est comme j'ai dit, il faut déjà partir de la nuance qui existe entre gouvernement de coalition, gouvernement d'union nationale et gouvernement de transition. L'idée du président de la République, c'est de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et ça a du sens, parce que la seule hypothèse d'un gouvernement de transition, je dis bien, dans le contexte constitutionnel, c'est en cas de vacances à la tête du pays. Alors, le gouvernement d'union nationale veut dire qu'on s'ouvre aux autres forces politiques du pays. Et c'est justement autour des questions d'un programme commun qu'on devra mettre en place, un programme de gouvernance, qu'on peut discuter de toutes ces questions. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a opportunité d'aller vers une réforme constitutionnelle maintenant? Comment on peut garantir des meilleures élections en 2028? Toutes ces revendications, ce cahier des charges que les opposants ont, ils pourront justement, à l'occasion de la discussion autour d'un programme de gouvernement, mettre ça sur la table. Le seul problème, c'est que l'opposition n'a pas voulu venir pour la plupart, n'est-ce pas? Évidemment, il y a quelques peut-être éléments isolés qui sont partis, mais beaucoup ne veulent pas parce qu'ils veulent passer par la Senko. Et là, je dis, le problème, c'est pas le format forcément. Le problème, c'est d'arriver à se parler entre Congolais et à se mettre d'accord sur comment on fait d'ici à 2028, parce que c'est en 2028 la fin de la législature. Si on veut vraiment rester dans la logique d'une démocratie constitutionnelle, on a des revendications, on veut voir des choses changer, mais on ne doit pas sortir du cadre constitutionnel. Et donc, c'est dans le contexte, justement, de ces négociations qu'on peut arriver à déterminer
quelles seront les actions prioritaires du gouvernement d'union nationale. Mais comme je le dis, l'opposition n'a pas voulu venir. Je parle de Martin Fayoulou et des autres qui exigent de passer par la SENCO. Peut-être que le conseil spécial du président de la République aurait pu solliciter une tripartite entre lui, la SENCO et puis les autres pour avoir leur cahier de charges. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Mais en fin de compte, je pense que vouloir ou pas, à un moment, il va falloir qu'on décide de ce qu'on veut faire de notre pays. Est-ce qu'on veut rester dans la même rhétorique où on veut toujours accéder au pouvoir par le biais des négociations, ou est-ce qu'on veut respecter le jeu démocratique, évidemment en exigeant plus de garanties dans la gouvernance du pays et dans l'organisation des prochaines élections. Il faudra attendre et voir quelle sera l'issue de tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prochaine étape consiste à analyser les échanges, à soumettre un rapport détaillé au président de la République et intégrer ses contributions dans ces délibérations. Cette démarche devrait, en principe, aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais vous venez de le dire, si certaines personnalités de l'opposition ne sont pas là-dedans, cela pourrait créer encore un problème. Oui, c'est vrai, mais bon, après, on ne peut pas toujours avoir l'unanimité en politique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays au monde où tout le monde se met d'accord sur tout, et puis voilà. Donc, le plus important aujourd'hui, ce serait aussi, d'abord la détermination du président de la République à résoudre cette crise, coûte que coûte. Deuxièmement aussi, il y a le choix des animateurs. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup trahi notre pays ces dernières décennies. Et je dirais que je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la classe politique congolaise doit se renouveler. Ah bon? Bien sûr. Parce que lorsque vous regardez, c'est les mêmes noms qui reviennent. C'est les mêmes personnes qui reviennent. On ne peut pas avoir un résultat différent en prenant les mêmes, en faisant la même chose avec les mêmes. Donc je suis plutôt dans un discours qui encourage la jeunesse. Et quand je parle de renouvellement, de nouvelle génération, je ne parle pas simplement d'une question d'âge, mais aussi d'une question de vision. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est une jeunesse c'est pas simplement la jeunesse. C'est vrai qu'il y a la jeunesse aussi pour avoir du sang neuf, mais c'est aussi une question de valeur et de vision. N'est-ce pas? Parce que si on continue avec la même rhétorique, les mêmes méthodes, la même façon de faire, on fait du bruit, on veut accéder au pouvoir, après c'est pour s'enrichir, si ce n'est que ça, on va rester dans la même misère. Mais il faudrait aujourd'hui que la jeunesse congolaise soit plus engagée, mais avec un discours responsable, avec une vision claire. Et comme je le dis, on ne peut pas, je ne veux pas citer des noms ici, mais on ne peut pas revenir avec les mêmes personnes et espérer avoir des résultats différents. Ça ne marchera pas. Ah ouais. En tout cas, ma dernière question pour ce soir, professeur, c'est... revenons ici, chez nous aux États-Unis, où on parle de droit des douanes de Donald Trump. Comment évaluez-vous l'impact des droits des douanes imposés par le président Donald Trump, et spécifiquement pour notre continent, l'Afrique, sur les pays africains en particulier, parce qu'on a vu ce qui est passé avec les autos, par exemple, c'est juste un exemple, et qui bénéficie d'ailleurs de la loi AGOA, African Growth and Opportunity Act. Mais c'est surtout de savoir comment voyez-vous les conséquences potentielles de ces nouveaux droits de douane sur les économies de l'Afrique australe en particulier. Naturellement aussi, déjà, les grandes puissances redoutent justement cette politique de Donald Trump parce que c'est un impact sur leur marché. L'Afrique aussi ne peut pas échapper à cette réalité. Ce qu'il faut savoir peut-être, c'est que l'AGOA a été conçue comme un modèle économique qui favorise beaucoup plus la prospérité par le commerce plutôt que de simplement fonctionner avec la politique de l'aide au développement. Alors, le concept, c'était de permettre aux économies africaines d'exporter certains produits sur le marché américain avec certains avantages sur le plan tarifaire. Voilà. Alors, maintenant que ça change, il y a une certaine incertitude qui prend place. Premièrement, certains pensent que ces tarifs vont s'appliquer et automatiquement vont impacter sur par exemple, le textile,
l'industrie du textile, puisque vous avez parlé du Lesotho. Exactement, oui, voilà. Qui exporte le textile, exactement. Donc, il y aura un impact s'il faudrait augmenter les droits de douane. Les droits de douane. Il y a aussi l'Afrique du Sud qui importe des métaux, et exporte des métaux et des véhicules vers les États-Unis. Mais en même temps, certains pensent que quel que soit ce que Donald Trump va décider, il y aura un temps qui va s'écouler sans qu'on applique ces droits de douane. C'est un peu une incertitude qui se crée. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est aussi une façon pour Donald Trump d'essayer de pousser, évidemment, les grandes économies aussi à revoir leur taxation sur les produits américains et peut-être créer un cadre de négociation. Vous savez par exemple qu'il y a 65 pays qui ont sollicité de négocier, pour lesquels il a suspendu les mesures pour 90 jours. Exactement. Évidemment, c'est l'actualité. La Chine, elle prend un contre-pied parce que ça devient aussi une forme pour la Chine, elle a pris des mesures de rétaliation. C'est-à-dire, vous augmentez les tarifs là, nous aussi on joue par exemple sur les produits 145 agricoles, à 125, sur Boeing. Vous savez par exemple que les Chinois ont demandé à leurs entrepreneurs de suspendre les commandes de Boeing, n'est-ce pas? Donc, de ce point de vue, je pense que c'est une guerre économique. Et les Africains, on doit savoir comment ils sont au milieu de cette guerre. Comment s'y prendre. Ah ben oui. On a beaucoup de matières premières, mais malheureusement, très peu de produits finis. Et c'est d'ailleurs le lieu d'insister sur la nécessité justement de créer un marché intra-africain. Parce que si on arrive à avoir un marché intra-africain, on sera moins dépendant des exportations en dehors du continent. Et donc, naturellement, on aura suffisamment pour nous-mêmes les Africains. Mais pour y arriver, justement, il faut se débarrasser des chefs d'État qui créent des guerres chez les voisins. Voilà. C'est ça la solution. Naturellement. Professeur docteur Christian Junior Kabange, merci encore pour le temps que vous nous avez accordé. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous recevoir dans cette émission. Non, mais tout le plaisir est partagé.